Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec Richard Desèze qui nous présente sa chronique BD. Bonjour Richard. Bonjour Corentin. Alors je voulais juste revenir avec vous sur le décès d'Elisabeth II, vous qui êtes attaché en tout cas au Royaume de France. Est-ce que vous êtes autant attaché au Royaume d'Angleterre? Alors, pas du tout, et même au contraire. J'ai un grand plaisir à être anglophobe. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris tout petit et que toute ma vie d'adulte n'a fait que renforcer. D'un point de vue professionnel, travailler avec les Anglais est extrêmement pénible. Et d'un point de vue politique, les Anglais sont une épine dans le flanc de la France. Non, pas du tout. Enfin, là, ces Normands qui ont conquis leur indépendance sont vraiment des enchoseurs complets. Mais comment vous expliquez qu'on ait autant d'intérêt pour le décès de la reine, nous qui sommes si républicains Mais parce que les Français pleurent le fait de ne pas pouvoir pleurer leur roi, tout simplement. Voilà. En fait, on voit bien là que l'idée d'avoir un président de la République comme Macron, Hollande ou Sarkozy est un désastre pour le moral et pour la nation aussi, sans doute. Alors que avoir même un simulacre de monarchie, avoir le symbole d'une femme tout entier dédiée à sa fonction, à son pays, puisque voilà, elle n'a pas régné. Elle a rempli avec précision l'étiquette un peu aberrante qui lui était imposée. Et voilà, elle a épousé sa fonction. Elle est devenue un symbole magnifique et un symbole de stabilité, une espèce de pivot qui ne sert à rien, mais autour duquel, malgré tout, gravitait une partie de la vie sociale anglaise. Voilà, les Français ont tué leur roi et ils le regrettent inconsciemment en permanance. Même la famille de Monaco, qui est quand même une bande de pirates maltais, est ainsi consacrée par les Français comme étant une espèce de pseudo-monarchie française, donc sans se rendre compte effectivement ni des origines de la famille, ni du caractère aberrant de cette principauté ridicule. Mais il y a un désir monarchique. Voilà. Pour moi, il y a une satisfaction, si j'ose dire, à la mort d'Elisabeth II, c'est qu'on va passer à Grand Dieu sauve le roi. Et donc on va pouvoir enfin peut-être chanter Grand Dieu sauve le roi en français, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que les Anglais nous ont piqué énormément de choses, y compris God Save the King, qui en fait est un air composé par Lully pour Louis XIV. Voilà. Et bon, on va revenir. On est aussi orphelins de nous, en tout cas les Français, de Sampé. Vous vouliez nous parler de Sampé. Alors Sampé, c'est véritablement, lui aussi, quasiment 70 ans de règne. Il a commencé dans les années 50. Et il a commencé par faire des dessins dont il disait lui-même qu'ils n'étaient pas très bons, parce qu'en fait il lui fallait trouver un métier et il avait trouvé celui-là. Bon, je ne suis pas certain que Sampé n'a pas péché par trop de modestie en prétendant que ses premiers dessins n'étaient pas bons, mais voilà, dès les années 60, De Noël publie plusieurs grands albums, Sauf qui peut, Tout se complique, Rien n'est simple, qui était avec à chaque fois quelque chose d'admirable, qui est la mise en scène de Français totalement moyens, aux prises avec des sentiments gigantesques, aux prises avec une nature hostile, aux prises avec une technique qui foire, ou au contraire des choses absolument charmantes. Une vision du couple qui est quand même toujours un peu bizarre. Les gens se déchirent, ils rêvent de s'assassiner. Enfin, on voit dans les bulles au-dessus des personnages des dinosaures féroces en train de se déchirer, pendant qu'en dessous, il y a juste un petit monsieur en gilet tricoté qui jette une miette de pain sur la tête de sa femme, qu'il menace en souriant de son doigt, alors qu'elle-même vient de penser qu'elle allait passer par la fenêtre. Donc c'est toujours assez surprenant. Et il y a cette capacité à être moraliste sans rien nous imposer, on est vraiment à 100 lieues de Plantu, à 100 lieues de Charlie Hebdo. C'est pas une morale qu'on nous assène à grands coups de trait gras dans la tête. Au contraire, voilà, c'est un trait de plume très fin sur d'immenses pages. Donc, parce qu'évidemment, à partir des années 70, il y a des grands albums qui paraissent, Saint-Tropez en 71, si je ne m'abuse, qui est un petit chef-d'œuvre, et où Sampé à la fois excelle dans le dessin unique, dans la grande tradition en fait du dessin d'humour français et aussi anglo-saxon, allemand, européen en gros, et excelle dans la séquence. Alors c'est pas à proprement parler des bandes dessinées, puisque voilà, il y a des histoires séquentielles, mais il n'a jamais rédigé de bande dessinée. Il a illustré des textes, il a écrit des choses qu'on pourrait appeler des romans dessinés, voilà, Monsieur Lambert, Marcelin Caillou, mais donc il a cette science malgré tout de la succession et de la chute, et la chute qui est toujours
qui est très souvent la mise en scène d'une déception, d'une petite déchéance, d'un ridicule amer, avec le nombre de personnes qui repartent seules chez elles après avoir été défaites. Une certaine mélancolie. Voilà. Et c'est un moraliste qui nous dit quand même, il faut croire au bonheur. Alors, Sampé, il croyait assez lui-même. Il avait une enfance difficile. Il était devenu riche. Si je m'abuse, dans les Panama Papers, on s'est aperçu qu'il était suffisamment riche pour avoir fait un peu d'évasion fiscale. Pardonnez-moi, je dis tout. Après avoir craché sur Elisabeth II, plus rien n'est sacré pour moi, même pas Sampé. Et on se retrouve avec quelqu'un donc de riche, de célèbre, qui vote Hollande en 2012. C'est atroce. Voilà, il faut le révéler quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et qui va s'installer dans les 10-15 dernières années de sa vie dans le dessin sympathique. Alors, et c'est très agréable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, encore l'année dernière, les colonnes Maurice de la ville de Paris étaient nantis d'énormes dessins de Sampé où on voyait des gens en train de marcher dans la ville. Ils étaient heureux. Donc, évidemment, c'était un Paris à la mode Sampé. Autrement dit, ça n'avait rigoureusement rien à voir avec ce qui était juste autour de la colonne Maurice. Ni à 10 mètres, ni à 100 mètres, ni à 1 kilomètre à la ronde. C'est Paris. Autrement dit, c'est une catastrophe. Mais voilà, Sampé nous présentait des arbres, des trottoirs, des gens heureux, des vélos, un soleil. Et il y avait ce côté lumineux, en fait, à la fin de sa vie, où il fallait quand même croire au bonheur. Voilà, pour le principe de croire au bonheur. Et là aussi, c'était une autre leçon de morale qui était de ne pas être prisonnier de ses mauvaises pensées, alors que, disons que la première séquence de son moralisme, c'était ne pas être prisonnier de l'époque. Ce qui était quand même une morale plus satisfaisante, je trouve. et notamment, c'est lui qui a écrit Le Petit Nicolas. Alors, c'est Goscinny qui a écrit Le Petit Nicolas, et Sampé qui l'a illustré, puisque donc, Sampé avait rencontré Goscinny. Ils ont tenté plusieurs choses, dont un projet de bande dessinée qui n'a pas abouti. Mais Sampé avait déjà une œuvre. Autrement dit, Le Petit Goscinny, effectivement, a été un succès en librairie incroyable à l'époque, toujours chez De Noël. Le Petit Nicolas, pardon. Mais De Noël publiait déjà les albums de Sampé. Et donc, Sampé n'a pas eu besoin de Goscinny. Mais ni Goscinny besoin de Sampé. Voilà, Goscinny, quand Le Petit Nicolas paraît, il a déjà une petite carrière derrière lui. Et quand Le Petit Nicolas continue de paraître, il y a Astérix, il y a Lucky Luke. Enfin, autrement dit, Goscinny il y a les Dingos Dossiers, si je ne m'abuse, était déjà devenu un géant de la bande dessinée. Et ce qui est intéressant, il y a cette écriture. Parce que donc, Goscinny rédigeait énormément de choses. Et Uderzo, d'ailleurs, illustrait une autre série écrite de Goscinny qui était les aventures familiales d'une mère de famille ménagère racontant la manière dont son mari se comporte. C'était très drôle, avec un mari évidemment systématiquement ridiculisé, avant même qu'on ne parle de féminisme et de charge mentale. Et à l'exposition Uderzo, il y avait quelques dessins d'Uderzo illustrant cette chronique qui était drôle, qu'il faudrait que quelqu'un ait le courage de rééditer un jour. Voilà. Et Sampé, c'est véritablement une écriture. Ce qu'il y a de fascinant dans ses dessins, c'est qu'il y a ce côté, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un dessin où il y a d'immenses immeubles et au milieu des espèces de brimborions, il y a toujours une légende remarquable en disant qui mettent en scène évidemment la disproportion entre le décor et le personnage qui parle, entre l'astronaute qui va s'envoler et le fait qu'il est en train de dire à son copain mais si quand même Germaine t'aime, voilà. Et donc on est à chaque fois avec un petit texte ou parfois un énorme pavé. À un moment donné, il y a deux hommes à un balcon qui sont en train de parler de la manière de rencontrer des femmes. Et donc, il lui explique dans un assez long paragraphe qu'en fait, il ne rencontrera jamais les femmes parce que c'est pas possible. Et il lui explique toutes les raisons pourquoi. Il y a une science du dessin et il y a une véritable maestria dans le traitement de la plume, et pas que de la plume, de l'aquarelle, etc. Mais il y a aussi une capacité à écrire des textes extrêmement percutants. Là aussi, ciselés à chaque fois, exactement comme ses dessins. Et vous vouliez nous parler de Tom Gold aussi, l'illustrateur. Alors, en quelques minutes. Alors, Tom Gold est un Écossais. Voilà, donc merci d'avoir mis cette musique au début de l'émission. C'est un Écossais qui a déjà publié plusieurs livres en France. Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, En cuisine avec Kafka et le département des théories fumeuses. Et donc, tous publiés aux éditions 2024. Et ce sont des petites planches ou des dessins uniques qui paraissent dans The Guardian ou The News, comment ça s'appelle ? The New Scientific, dans une publication scientifique. Et là, vient de paraître La revanche des bibliothécaires, toujours aux éditions 2024. Ce sont des livres à l'italienne, assez riches, il y a 180 pages dans le dernier volume.
et avec des dessins assez minimalistes, extrêmement lisibles, et toujours les mêmes ressorts, mais qui sont vraiment aimables, où on a par exemple une manière de travestir un titre pour le rendre plus aimable et plus en phase avec l'époque. Et là aussi, la même capacité à montrer la déception, l'échec, l'horreur. Et notamment, il y a un dessin qui me faisait vraiment hurler de rire il y a encore peu de temps, où un scientifique arrive en enfer et le diable l'accueille et lui dit « Bonjour, professeur Edwards, je vous présente John. Il a lu quelque chose sur Internet à propos de vos travaux et il va vous en parler pendant toute l'éternité. » Oui, on sent Donc on est dans l'absurde total. Voilà, on sent que le professeur Edwards est transi vraiment jusqu'aux os à l'idée de vivre cette éternité de souffrance avec un béotien en train de lui expliquer ce qu'il faut penser de ses propres travaux. Et dans La Revanche des bibliothécaires, donc évidemment, tout tourne autour du livre, tout tourne autour du fait d'écrire et évidemment de ne pas arriver à écrire. Des livres qu'on achète, des livres qu'on n'achète pas, des livres qu'on achète pour les lire, des livres qu'on achète pour offrir et qu'en fait on garde pour soi. Et il y a des diagrammes, il y a une espèce de fausse science, de mise en scène très ironique du rapport à la lecture, avec des codes couleurs. C'est vraiment drôle, c'est à mettre quasiment entre toutes les mains. Alors après ça, je ne garantis pas que les enfants vont percevoir l'ironie subtile qu'il y a à classer les livres en livres que j'ai lus, livres que je ne lirai jamais, etc. Mais on a là un auteur qui a un univers, une manière bien à lui d'avancer sur cette façon ironique de regarder le monde en prenant tous les tics de l'époque, tous les tics de PowerPoint de l'époque, tous les titres de camembert, tous les titres de numérisation de l'époque, non pas au sens où on fait en sorte que les choses deviennent un fichier numérique, mais où on range tout sous le règne du chiffre. C'est vraiment très bien. Une fausse science. Donc Tom Gold et Sampé, évidemment, qu'il faut lire. Merci beaucoup Richard de 16, on rappelle. Donc vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles et l'auteur de Le Rond de Serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.